Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 54e web émission Médici. Bonjour, Karine. Bonjour Yannick. Comme à l'habitude, nous allons répondre à 3 questions qui proviennent des fans de Médici, de la part de nos clients. Elles nous ont été transmises par courriel, par Facebook. Bref, il y a de multiples façons de nous rejoindre. Tout à fait, Yannick. Et la première question nous vient de Bernard et on parle de commerce au détail. Plus spécifiquement, il nous demande ce qu'on pense du modèle d'affaires de TGX, qu'on connaît très bien au Québec sous les bannières Winners, HomeSense ou Marshall, et considérant finalement aussi la transformation profonde du secteur du détail, le commerce en ligne, entre autres. Et Yannick, Bernard nous dit, TGX s'est bien tiré d'affaires pendant la pandémie, mais qu'est-ce qu'on en pense à plus long terme? Et c'est pas la première fois qu'on va en parler puisqu'on détient l'entreprise et on la suit depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as à dire à Bernard, Yannick? Effectivement, les clients et les associés de Médici détiennent une participation dans TGX depuis plusieurs années et ce n'est pas la première fois qu'on se demande si le commerce en ligne qui transforme, qui bouleverse le commerce de détail va avoir des effets sur le modèle d'affaires de TGX. On en avait parlé, Karine, il y a plus de 5 ans là, dans le Journal des Affaires, justement. Eh bien, effectivement, la pandémie a accéléré la transition vers le commerce en ligne. Étant donné qu'on était confinés, on s'est dirigé vers ce qui était le plus simple pour faire nos achats. Je vous dirais par contre, Karine, que TGX a un modèle qui est plus résilient que les détaillants là, qui nous viennent en tête habituellement parce que l'entreprise solde des produits de marque dans ses commerces à hauteur de 60 parfois. Et on ne peut pas retrouver ces produits-là en ligne. Puis, je vous dirais que les fournisseurs, les propriétaires des grandes marques de vêtements ou de meubles, par exemple, ils ne voudraient pas nécessairement retrouver leurs produits soldés en ligne parce que ça dévaluerait leur marque. Donc, pour TGX, c'est une façon de se démarquer des autres concurrents. Puis, on va dans ces magasins pour faire ce qu'elle appelle une chasse au trésor. On navigue à travers les rangées et hop, on tombe sur un produit d'une belle marque, mais qui se vend à moitié du prix qu'on l'aurait payé autrement. Donc, Yannick, ça protège justement TGX, mais aussi en termes d'opportunités de croissance. On a vu TGX au travers des années atteindre de nouvelles régions géographiques en Australie, en Europe et aussi dans des bannières qui ne sont pas juste les vêtements, les meubles, par exemple, avec HomeSense qui performe très bien aussi durant la pandémie. C'était un autre aspect intéressant là, quand Bernard demande à plus long terme. TGX a démontré aussi qu'elle est capable de continuer de croître au travers des géographies. Là. Oui, tout à fait. En fait, TGX a illustré sa résilience durant la pandémie parce qu'elle était privée de revenus pendant une certaine période, mais elle avait un bilan solide, elle avait la confiance de ses banquiers, donc ça n'a pas été un problème pour TGX de passer au travers de la crise. Ce n'a pas été le cas de plusieurs détaillants. Malheureusement, on a vu plusieurs enseignes québécoises tomber au combat assez rapidement durant la pandémie. Et c'est le cas de plusieurs des concurrents dans le monde. Donc, TGX bénéficie de ce contexte-là pour accroître ses parts de marché, pour se renforcer. D'ailleurs, elle a augmenté de façon substantielle le nombre de fournisseurs qu'elle a dans le monde à plus de 21 000. Donc, ça lui procure un avantage concurrentiel incroyable parce que demain matin, il n'y a pas de grande entreprise du détail qui pourrait reproduire ce réseau de fournisseurs-là qui lui procure de la marchandise à très bon marché. Puis deuxièmement, comme tu le mentionnes, Karine, TGX a démontré au fil des ans qu'elle est capable non seulement de croître dans différents marchés, elle a d'ailleurs réalisé une acquisition en Russie en 2019, mais également en achetant des enseignes qui sont dans des nouveaux créneaux où elle n'était pas auparavant. Par exemple, dans le plein air, aux États-Unis, elle a une enseigne qui fonctionne très bien dans ce créneau-là. Et à l'avenir, elle pourrait faire d'autres acquisitions qui diversifient, si vous voulez, son offre. Puis je mentionnerai rapidement, Karine, pour terminer, on voit que TGX
profitent, si vous voulez, également des déboires des autres détaillants. Quand vous vous promenez au Québec, vous voyez dans les centres commerciaux que l'entreprise s'est repositionnée, a acquis des emplacements qui sont très, très bien positionnés, par exemple, qui ont été délaissés par les Sears de ce monde, par les Target qui ont quitté ou d'autres détaillants qui doivent réduire leur présence. Eh bien, TGX, elle, profite de ça pour être plus en vue auprès des consommateurs. Et sur l'aspect, dernier petit point, sur l'aspect de l'évaluation, TGX, on peut regarder le graphique aussi là, des 5 dernières années du cours boursier. Bien, ça tient compte d'une reprise, ça tient compte justement de la qualité aussi de l'entreprise. C'est une évaluation qui est bien reconnue, si on peut dire. Oui, exactement, Karine. C'est une entreprise de qualité, puis le titre reflète la solidité de l'entreprise. Donc, oui, il se retrouve à une évaluation. Là, on pourrait dire que c'est le petit bémol en ce moment. Rien à dire sur la qualité de l'entreprise, mais peut-être plus au niveau de l'évaluation. C'est bien. Alors, la deuxième question, je te laisse aller, Yannick. Donc, c'est une question qui est un petit peu plus d'actualité. Le dollar canadien s'est apprécié vis-à-vis de la devise américaine au cours des derniers mois. Et on nous demande si, d'un, on prévoit que le dollar va poursuivre son ascension vis-à-vis de sa contrepartie américaine. Et deux, bien, est-ce que ça peut avoir un effet sur la performance de nos titres américains? Alors, Yannick, oui, il y a un effet à court terme lorsque des fluctuations de devises et qu'on investit dans des titres qui s'échangent en dollars américains, parce que lorsqu'on achète une entreprise, on investit dans deux choses, l'entreprise et dans la devise américaine. Et il y a eu un effet sur les rendements parce qu'on les ramène en dollars canadiens dans la dernière année de cette reprise-là du dollar canadien. Mais la chose importante à rappeler, c'est difficilement prévisible que les fluctuations à court terme de la devise. Et un peu comme on est moins enclin à investir dans des sociétés dont l'avenir dépend, par exemple, du prix d'une commodité, l'énergie, les matériaux. Les mouvements de devise, c'est un peu le même principe. Là. Ça devient difficile pour nous de se baser sur ces critères-là. On va aimer mieux se baser sur les critères fondamentaux des entreprises qui vont être le moteur du rendement à plus long terme. Et Yannick, l'horizon de placement, c'est là qu'il est important de se demander, est-ce que je dois me préoccuper des variations de devises? Parce que si on investit comme c'est supposé en action, c'est avec une perspective à long terme. Et, donc, autrement dit, Karine, on ne se prive pas d'acheter une belle entreprise américaine parce qu'on craint que le dollar canadien monte un peu dans les prochains mois, là. Tout à fait. Et surtout qu'aujourd'hui, Yannick, il faut faire attention de regarder la place boursière du titre où elle s'échange et le fait qu'elle va être ou non affectée par la baisse ou la hausse du dollar canadien par rapport au dollar américain. On n'a qu'à penser, je suis sûre que tu peux nommer, on a beaucoup d'exemples en tête, mais une entreprise qui se transige sur la bourse canadienne, mais dont ses revenus ou ses profits sont majoritairement en dollars américains. Il y en a plusieurs, Karine, et pensons par exemple à l'alimentation Couche-Tard. Évidemment, elle est présente au Canada, elle est aux États-Unis, elle rapporte en dollars US, mais savez-vous qu'il y a 9 devises qui ont une influence sur ces résultats? Donc ça, c'est un peu le topo pour de nombreuses entreprises que nous avons en portefeuille ou qui se négocient en bourse. Elles ne sont plus cantonnées à leur marché local. Tout à fait. Alors, le rendement va être généré à long terme par la croissance des profits des entreprises et plus le temps va avancer, plus les fluctuations, le bruit, on peut appeler ça du bruit à court terme, va avoir de moins en moins d'impact sur le rendement du portefeuille. Alors, je passerai à la troisième question, Yannick, qui concerne une entreprise qui est très connue au Québec. Ce matin, j'écoutais la radio et une publicité de Brault et Martineau a résonné dans ma tête. Alors, le groupe BMTC, Jean-Pierre nous demande qu'est-ce qui est arrivé finalement au cours des derniers 10 ans. Mauvaise performance, peut-être quantifier cette performance-là et expliquer pourquoi à Jean-Pierre.
Oui, ben tout d'abord, Karine, on va présenter sous forme graphique la performance du titre de Bro et Martineau. Vous pouvez voir qu'il se retrouve encore assez loin de son sommet d'il y a 10 ans, malgré une ascension importante là, depuis un an, là, finalement, depuis son creux de la pandémie. Donc, Bro et Martineau ont dévoilé des résultats, ces résultats annuels, en fait, il y a quelques jours. Et on a pu voir qu'au dernier trimestre, les résultats étaient somme toute assez bons. Il y a eu une belle croissance. Puis dans le contexte, on peut saluer plusieurs éléments. L'entreprise a réussi à accroître sa rentabilité et les liquidités dont elle dispose là, à son bilan, en fait, elle a augmenté substantiellement son encaisse à plus de 5 par action. Donc, dans le contexte, Karine, on peut souligner ces résultats-là. Par contre, si on fait un retour dans le passé, on s'aperçoit que les revenus annuels de Bro et Martineau n'ont pas réellement progressé. À preuve, à son exercice 2011, ses revenus étaient de 748 millions. Et puis pour l'exercice qui vient de se terminer en janvier 2021, eh bien, ses revenus étaient de 649 millions. Donc, évidemment, Karine, il y a eu un effet de la pandémie qui ont diminué les revenus de l'entreprise. Il reste que la croissance a été quand même assez faible, sinon négative là, pour Bro et Martineau. Et c'est difficile de justement croître hors du marché québécois et la concurrence est féroce. Là, je pense à Wayfair ou c'est pour le futur de BMTC aussi. Là, comment tu expliquerais à Jean-Pierre, parce que la pire performance passée, on aime beaucoup se tourner sur le futur. Est-ce qu'il y a des vues à l'horizon qui sont peut-être un petit peu plus optimistes pour BMTC? Ben, on peut voir là que l'entreprise investit, hein, puis c'est, je dirais, depuis plusieurs années le cas, elle doit investir pour défendre un peu sa chasse gardée. Donc, dans ses magasins physiques, premièrement, on peut le voir à l'écran, un nouveau concept de magasin. Donc, par exemple, à Kirkland, elle a vendu son magasin existant, puis elle en a construit un tout nouveau avec un très beau concept. Puis elle doit faire ça pour la plupart de ses établissements là, dans son réseau. Donc, sur plusieurs années, il va y avoir des investissements dans le commerce physique. Mais il y a également des investissements pour se mettre au diapason de la concurrence en ligne. Ça fait plusieurs années que Bro et Martineau investissent dans ces systèmes informatiques dans le commerce électronique, mais elle mentionne justement dans ses derniers résultats qu'il y a encore plusieurs années d'investissement à faire là, pour être vraiment, je dirais, à l'avant-garde sur le plan du commerce électronique. Donc, oui, il y a les Wayfair de son monde qui sont extrêmement bien organisés. Puis, même si ce rival-là n'est pas nécessairement rentable, c'est pas grave, l'entreprise dispose d'abondantes liquidités, de la confiance des investisseurs pour accroître ses parts de marché. Donc, Bro et Martineau doivent vraiment se défendre, puis on parle de Wayfair, Karine, mais il y en a d'autres. Donc, elle doit investir sur deux fronts. Et ça, ben, ça va faire en sorte que l'entreprise va diminuer sa rentabilité pour pouvoir faire ces investissements-là. Et comme tu le mentionnais, ben, elle reste cantonnée au Québec. Donc, oui, elle va pouvoir peut-être accroître ses parts de marché en ligne, mais le gros point d'interrogation pour les prochaines années, c'est est-ce que l'entreprise va pouvoir revenir sur une voie de croissance durable? Alors, pour nous, on passe, c'est trop difficile, là, c'est ça, à entrevoir cette future croissance-là. Alors, merci Yannick. Ça complète notre web émission. On vous encourage à continuer à nous envoyer des questions à info@gpsmedici.ca. Merci beaucoup. Merci Yannick. À la prochaine.